Des investissements excessifs ont été déployés pour influencer le vote du peuple lors de l'élection présidentielle, d'après le député d'Asimjan. La preuve en est que de nombreux citoyens réclament actuellement les promesses qui leur ont été faites en échange de leur vote. Les attaques de Daal et les enlèvements font actuellement rage dans le district de Metran et dans la région Melag. Ce sont généralement les femmes et les enfants qui sont les principales victimes de ces enlèvements. Dans l'actualité internationale, l'accord conclu entre Israël et le Hamas prévoit une pause dans les combats, une trêve de 4 jours minimum. Cela ne signifie pas la fin de la guerre dans la bande de Gaza. En effet, le ministre israélien de la Défense l'a bien précisé. Il souhaite une reprise des opérations immédiatement après pour défaire le Hamas. Les combats et les frappes se sont poursuivis ces dernières heures. L'hôpital du camp de Jabalia a été bombardé. L'élection présidentielle du 16 novembre dernier a été entachée par des pratiques de corruption électorale, en plus d'être non transparente et non inclusive, a dénoncé aujourd'hui le député d'Asimjan, Alain Ratzibazafi. Selon ce député, des investissements excessifs ont été déployés pour influencer le vote du public. La preuve en est que de nombreux citoyens réclament actuellement les promesses qui leur ont été faites en échange de leur vote en faveur du candidat numéro 3. Le manque de confiance d'un candidat en sa popularité, notamment le candidat numéro 3, est évident. De nombreuses pratiques de corruption électorale ont été manifestes pour acheter les votes du peuple. Les citoyens qui ont voté pour lui ont été motivés par des promesses d'aide financière. À présent, de longues files d'attente de citoyens qui réclament ce qui leur a été promis se forment ici et là. Il s'agit non seulement d'une pratique de corruption électorale, mais également d'une tromperie envers le peuple. Les résultats de cette élection ne seront pas crédibles. Selon le dernier rapport de Transparency portant les dépenses de chaque candidat pendant la campagne électorale, le candidat numéro 3 a cette fois-ci dépensé des milliards de plus par rapport à son budget lors de l'élection de 2018. Cela reflète un manque de confiance en sa popularité qui se traduit par l'achat des votes des citoyens les plus vulnérables. Selon le rapport de Transparency International, le candidat numéro 3 aurait utilisé environ 129 milliards d'ariars pour sa campagne électorale. Parmi ces 129 milliards d'ariars, on estime que 46 milliards d'ariars ont été consacrés à des pratiques de corruption électorale. Cela soulève 2 constats significatifs. Premièrement, les investissements financiers du candidat numéro 3 ont été d'une envergure bien plus importante que lors de la présidentielle de 2018. Deuxièmement, ces pratiques de corruption électorale n'ont pas pu être dissimulées, elles étaient manifestes. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux citoyens ne se soient pas rendus au bureau de vote en raison de leur manque de confiance envers le gouvernement et les institutions responsables du processus électoral, à savoir la CENI et la HCC. Rappelons que le collectif des candidats ainsi que plusieurs organisations de la société civile ont demandé il y a quelques mois la limitation du budget utilisé par chaque candidat pendant la campagne, dans le but de rendre l'élection plus transparente et de privilégier les idéologies dans le vote populaire plutôt que des incitations matérielles. De nombreuses entités ont déjà dénoncé ces pratiques de corruption électorale, preuve à l'appui. Les citoyens se demandent désormais si ces plaintes seront prises en considération par les autorités compétentes ou rejetées, comme cela a souvent été le cas par le passé. Le président du Rajna syndical a également été convoqué à la brigade criminelle de Fiadanan, à l'instar du président du C16 section Atananajiv. Le dirigeant du Rajna syndical a souligné qu'il s'agit là d'une forme d'intimidation ou de pratique visant à faire taire les leaders qui osent dénoncer les injustices dans le pays. En plus de revendiquer les droits fondamentaux dont devraient jouir les travailleurs dans de nombreux syndicats du pays, le Rajna syndical fait partie de ceux qui ont demandé une table ronde pour la situation actuelle, préoccupés par l'impact éventuel de la crise sur les travailleurs.
Selon les explications, rien dans leurs revendications n'enfreint la loi ni peut être considéré comme criminel. À chaque crise dans le pays, les travailleurs en subissent les impacts négatifs. Les déclarations que nous avons faites visaient à alerter les parties prenantes afin qu'elles trouvent des solutions pour résoudre la crise. Cependant, la réponse que nous avons reçue a été une convocation à la brigade criminelle. Ils parlent de crimes et nous nous demandons quel crime que Ranjana Syndical aurait pu commettre. Cela semble être une atteinte à la liberté syndicale, ce qui est interdit par les accords internationaux 87 et 98. Est-ce qu'ils cherchent à intimider les membres des syndicats ou à les empêcher de s'exprimer? Si c'est le cas, pourquoi restons-nous dans l'OIT, à laquelle nous sommes affiliés depuis 1960, avant ce gouvernement provisoire? Nous avons ratifié pas moins de 10 accords internationaux. Alors pourquoi y a-t-il ces tentatives d'intimidation? D'autant plus que ni le CSS, ni le Ranjana Syndical n'ont rejoint l'opposition pour participer à des manifestations dans les rues. Les dirigeants syndicaux ont déploré que la démocratie n'est plus dans le pays et que les violations de la Constitution persistent. Nous, syndicalistes, déplorons la perte totale de la démocratie à Madagascar. La liberté syndicale est désormais inexistante. Ces derniers mois, il est devenu clair que la liberté d'expression, consacrée par la Constitution, est bafouée. Dès que vous vous exprimez publiquement, vous êtes poursuivi. Le message que le gouvernement souhaite transmettre est évident. Tout citoyen, qu'il soit ordinaire, politicien ou syndicaliste, qui ose s'exprimer, est immédiatement réprimé et exposé à des intimidations. En tant qu'agent du secteur de la santé, nous prévoyons de manifester pour revendiquer les sommes que le gouvernement nous doit pour notre engagement lors de la lutte contre le Covid. Nous anticipons déjà notre convocation à la brigade criminelle, sous prétexte que notre revendication constitue une atteinte au gouvernement. Néanmoins, en tant qu'État de droit, nous avons le droit de réclamer le respect de nos droits. Outre les différentes convocations à la brigade criminelle, le secrétaire général de la SSM, Solidarité syndicale de Madagascar, a été muté à Tzranan. Cette décision va à l'encontre des lois et des accords internationaux relatifs aux droits du travail approuvés par Madagascar. Selon les explications, les syndicats ont donc l'intention de déposer une plainte auprès des organisations internationales chargées de protéger et promouvoir l'existence des syndicats à Madagascar en raison du non-respect des droits syndicaux et des nombreux accords signés par le pays. Les attaques des Dahal et les enlèvements font actuellement rage dans le district de Medran, dans la région Melak. Ce sont généralement les femmes et les enfants qui sont les principales victimes de ces enlèvements. Récemment, une mère de famille qui a été enlevée a réussi à s'échapper. Elle a raconté ce qui lui était arrivé. Les Dahal sont venus enlever cette mère de famille chez elle. Ils ont exigé une rançon de 10 millions d'ariars et semblaient bien connaître la famille et la femme qu'ils ont enlevée. Selon leur explication, ces informations leur ont été fournies par des voisins proches de la famille. Ils étaient armés, ils m'ont fait sortir de chez moi, m'ont menacé et bâillonné. Ils m'ont emmené quelque part. Je ne savais pas exactement où. Ils m'ont conduite devant leur chef, qui a ordonné de réclamer 10 millions d'ariars à ma famille et de me tuer par la suite. J'ai répondu que nous n'avions pas autant d'argent. Ils ont répliqué en disant que c'était faux, arguant que nous possédions de nombreuses rizières, maisons et autres cultures, ainsi que sans zébus. Je leur ai expliqué que nous n'avions plus de zébus depuis la mort de mon mari à cause des Dahal. Ils ont persisté en affirmant que je mentais, ajoutant qu'ils avaient une source fiable parmi mes voisins. Selon le récit de la femme, au 2e jour de sa captivité, ses ravisseurs lui ont demandé de danser le kilalak avant de lui tirer dessus. Cependant, elle a réussi à s'enfuir. Le matin du 2e jour, ils m'ont réveillé très tôt et m'ont demandé de danser le kilalak. Pendant que je dansais, l'un d'eux s'est préparé à me tirer dessus, mais son ami l'a arrêté. Apparemment, ils avaient décidé de me garder en vie. Nous avons changé de lieu, toujours sous la menace de leurs armes.
qui ressemblait à celle des gendarmes. Ils ont annoncé qu'il allait me tuer le soir. Faisant preuve de courage, j'ai réussi à m'échapper. Ils m'ont poursuivi, mais je les ai semés. J'ai couru de toutes mes forces malgré les difficultés de la route, mais je suis parvenu à rentrer chez moi. À Kilva, le Mahab, plus de 100 zébus ont été volés par des Dahal vers 3 heures du matin. Une dizaine de femmes ont été prises en otage. Les femmes de la région ont lancé un appel à l'aide aux autorités concernées pour ces enlèvements de femmes et d'enfants. Ils n'enlèvent que des femmes et des enfants en échange de beaucoup d'argent. Alors que nous sommes déjà si démunis, ils nous réclament des millions. Nous n'en pouvons plus. Nous lançons un appel aux autorités compétentes pour assurer la paix et mettre fin à cette série de kidnappings. Suite à des enquêtes et des poursuites, l'un des ravisseurs aurait perdu la vie, tandis que ses amis et complices sont toujours recherchés. Cependant, en raison de l'augmentation de la criminalité et des enlèvements, tous les magasins de la municipalité d'Anjanval, district de Mentran, ont été fermés. Cette mesure vise à alerter les dirigeants et les responsables gouvernementaux, mais également à protéger les citoyens et leurs biens. Ces derniers déplorent l'absence apparente de protecteurs ou de leaders capables de résoudre les problèmes qui sévissent dans le pays. Les femmes politiques ont rendu un dernier hommage à la chanteuse et activiste Nini Dounia lors d'un culte organisé aujourd'hui à Bel Air. Elles avaient également prévu de déposer des fleurs à Mboudzatouf pour cet hommage, mais la préfecture d'Adanajiv n'a pas autorisé cette démarche. Par conséquent, ce sont des représentants qui se chargeront de déposer des fleurs à Mboudzatouf. Le décès de Nini Douni nous touche profondément. Elle était une femme comme nous, une mère de famille à Nousbelville. Malheureusement, la distance nous empêche de nous rendre sur place, mais nos pensées sincères accompagnent sa famille en ces moments difficiles. Nous avions initiativement prévu un culte pour lui rendre hommage, suivi d'un dépôt de fleurs à Mboudzatouf, en signe de respect. Toutefois, la situation actuelle dans le pays nous a contraints à ajuster nos plans, décidant finalement d'organiser le culte à Bel Air. Nous sommes bien conscients des événements en cours dans le pays, et en tant que femmes, nous aspirons à éviter tout conflit. Ainsi, nous avons choisi de suivre les instructions données. L'artiste Nini Dounia est une femme courageuse qui a défendu les intérêts de son pays. Au-delà de son talent artistique, ses réalisations sont un exemple à suivre pour les Malgaches. L'histoire tragique de la regrettée Nini Douni ne va pas nous décourager, bien au contraire. Ces dernières 4 ou 5 années ont vu de nombreuses femmes oser se lever et s'exprimer. Son courage nous inspire, particulièrement face à la situation actuelle dans le pays. En tant que femmes, nous sommes résolus à démontrer notre force et notre détermination dans nos fonctions et responsabilités. Les combats et réalisations qu'elle a menés pour le pays, surtout pour la ville de Nosibé, ne seront pas vains. Nous sommes déterminés à poursuivre son engagement, même si la forme de notre action peut différer. Nous sommes ici pour perpétuer son héritage et continuer la lutte pour un avenir meilleur. En plus des femmes politiques, de nombreuses citoyennes, civiles et membres de divers syndicats ont assisté à ce culte pour rendre hommage à la chanteuse Nini Dounia. Elles ont affirmé leur détermination à poursuivre le mouvement initié par cet artiste. Des photos de nombreux mineurs victimes d'abus circulent sur Internet sans que leur visage ne soit caché. Une telle publication de photos de mineurs par des citoyens ordinaires ou des journalistes est passible d'une amende de 1 à 2 millions d'ariars. Une copie du procès-verbal du consentement des parents ou tuteurs du mineur est nécessaire avant de publier la photo. Selon les explications, la publication de photos de ces enfants a un impact sur eux, les exposant au jugement de leurs voisins et proches. Cette exposition est d'autant plus préjudiciable à l'ère du numérique où la culture a évolué vers une culture de l'image et du culte de l'apparence. Cette loi n'a pas été établie sans raison.
Elle réagit aux droits fondamentaux pour la protection des enfants. Ces photos peuvent être exploitées par des individus peu scrupuleux pour tirer profit ou se forger une réputation. Avec l'avènement de la technologie, la culture a évolué vers une culture de l'image et de l'exhibition sur les réseaux sociaux. Les photos ont acquis une grande importance. Celui qui publie de telles photos est parfois motivé par le besoin de se faire remarquer, de montrer qu'il vient en aide à des personnes vulnérables. Dans le cadre de la célébration actuelle des droits de l'enfant, on constate que de nombreux droits de l'enfant ne sont pas respectés à Madagascar, notamment en ce qui concerne l'emploi des mineurs et l'accès limité à l'éducation. Selon les explications, les enfants ont le droit d'être protégés contre la violence physique comme mentale. Depuis Sderot en Israël, on peut apercevoir les bombardements sur le nord de l'enclave palestinienne, toujours assiégée. C'est un pilonnage incessant depuis une quarantaine de jours. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, les soldats de Tsahal mettent en scène leur progression terrestre dans la bande de Gaza. Ils affirment avoir encerclé le camp de réfugiés de Jabalia, le plus grand du territoire où s'est concentré jusqu'ici l'essentiel de l'offensive israélienne. Les raids auraient détruit plusieurs tunnels où se cachaient des hommes du Hamas selon Tsahal. Nous avons terminé d'encercler Jabalia et nous avons continué les combats dans le complexe de Zaitoun. Nous trouvons les terroristes et nous les éliminons. Nous gagnons à tous les combats. Mais en bordure de Jabalia, il y a aussi l'hôpital indonésien. D'après le ministre de la Santé gazaoui sous contrôle du Hamas, il serait encerclé par les chars. Une cinquantaine de dépouilles joncheraient le parvis de l'établissement. 200 patients ont été évacués de cet hôpital lundi. Des centaines d'autres civils, dont des enfants, sont toujours à l'intérieur. Plus de 5350 enfants palestiniens ont déjà été tués. Le bilan des pertes parmi les enfants est écœurant. Le deuil est désormais partie intégrante de Gaza. Alors ceci est un énième avertissement. Sans assez de carburant, d'eau, les conditions de vie des enfants vont s'effondrer. Il est très important de garder en tête que l'on nous rapporte plus d'une centaine d'enfants, des garçons et des filles, tués chaque jour. Le gouvernement israélien et son armée assurent que le Hamas utilise les hôpitaux comme base militaire. Alors, depuis le 15 novembre, les militaires occupent Al-Shifa, le plus grand hôpital de l'enclave, mais sans avoir réussi à prouver formellement qu'il abrite la principale base de commandement du mouvement islamiste.